Salut à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur Haskell. Dans la première vidéo, on avait vu les fonctions, leur forme queryfiée, et on avait aussi vu les listes. Aujourd'hui, on va voir les types de données, et notamment les types algébriques de données. Alors, c'est quoi les types algébriques de données? C'est la façon de définir des nouvelles structures de données en Haskell. Et pour vous donner l'eau à la bouche, je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi est-ce qu'on peut dire que les listes, donc qu'on note avec des crochets, ou des vecteurs par exemple en C++, pourquoi est-ce que tout ça c'est pareil que 1 sur 1 moins x? Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Ça c'est une formule mathématique, ça c'est des listes, et on va voir que c'est la même chose en quelque sorte. Alors, pour l'instant on va coder, et donc j'aimerais, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière vidéo en termes de code, ça, elles sont assez indépendantes, mais je vais essayer dans cette vidéo de coder un outil de calcul formel. Donc le but, ça va être de pouvoir dériver des formules mathématiques de façon formelle. Ça rejoint la vidéo sur le dénombrement, puisqu'on avait fait de l'analyse des différences finies. Ici, on va faire de l'analyse classique, peu importe, on pourra après le transformer en analyse des différences finies. Donc, première manière de définir un type de donnée, ça va être de faire un alias, ça va être de faire un simple type. Donc là, par exemple, je vais me dire, j'aimerais avoir des variables, par exemple, dans mes formules. Et mes variables, ça va être quoi? Ça va être x, y, z, ça va juste être des caractères, finalement. Donc, une variable, pour moi, ça va être un char. Et donc là, ce que ça veut dire pour Haskell, ça veut dire simplement que dès qu'il verra variable, il le remplacera par char. Donc ce sera la même chose, c'est juste un alias, donc ça sert à rien, c'est pas très puissant, mais ça sert juste pour la lisibilité. Donc là, si par exemple ici j'essaye de compiler mon code, voilà, ça a compilé, et donc là maintenant je pourrais prendre un caractère, par exemple x, et lui dire que c'est une variable. Hop, et ça fonctionne. Donc là, avec le 2.2, c'est un peu comme un cast en C ou en C++, sauf que c'est pas vraiment un cast, parce qu'en gros, je lui dis juste, je lui informe sur quel est le type de X. On considérait que c'est un cast, c'est pas très important. Et donc là, si je regarde le type de ça, bah, c'est une variable, et ça correspond à un char. Ok, je vais aussi définir ce que c'est qu'une constante pour moi. Alors remarquez que je mets des majuscules toujours. Je mets des majuscules, pourquoi? Parce que les types de données sont toujours avec des majuscules au début, et les noms de fonctions sont avec des minuscules au début. Donc on n'a pas le droit de faire une fonction avec une majuscule au début, on n'a pas le droit de faire un type avec une minuscule au début. Ok, bah une constante pour moi ça va être un entier, donc ça va être un int. Pourquoi pas. Maintenant que j'ai fait ces deux types, on va arriver au gros du morceau, parce que là pour l'instant c'est pas très intéressant, on fait juste des alias. Comment est-ce qu'on fait un vrai type? Donc, par exemple, en C, on peut faire ou en C++, on peut faire des structs. Et là, je pourrais définir une formule mathématique. Et ensuite, j'écrirais dedans des champs. Par exemple, je pourrais dire que ça peut avoir un int quelque chose, voilà, un char quelque chose, voilà, peu importe. On ferait comme ça en C. En Python, pareil, on peut faire des classes comme ça. Et en C++. Et à chaque fois, chaque type de données a un seul constructeur. Et on construit un objet avec un constructeur. Ici, ça va pas être comme ça qu'on va faire. On va faire des types algébriques de données. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Déjà, c'est avec le mot-clé data, et non pas type. Et ensuite, je vais faire une formule mathématique. Hop. Donc là, ça va être mes formules mathématiques. Et je vais mettre mes constructeurs. Alors, mon premier constructeur, ça va être une constante. Je peux faire une constante, ça serait une formule mathématique. Mais je peux pas juste mettre constante. Si je mettais constante, comment est-ce qu'il saurait si je suis en train de créer une constante ou alors une formule? Il pourrait pas savoir. Donc, il faut que je fasse un constructeur. Donc là, je vais appeler mon constructeur const, par exemple, pour constante. Et donc là, si je run ce code, hop, ça fonctionne. Et donc là, je pourrais par exemple créer une const. Et donc là, ici, il faut voir ça comme un int. C'est pareil que int. Ça veut dire que je dois lui donner un int après. Donc je pourrais faire const de 5. Et là, il n'aime pas. Alors, je vais rajouter du code, mais pour l'instant, ne vous en occupez pas. C'est juste pour que ça run et pour qu'on voit qu'est-ce que ça fait. Hop, const 5, et bien voilà, j'ai réussi à construire un const 5, et si je lui demande le type de ça, c'est une formule.
Donc là, on sait comment faire un constructeur. Je vais en faire un autre. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Je vais mettre une petite barre verticale et je vais lui donner un deuxième constructeur. Ce que je veux, c'est que je veux aussi pouvoir créer une variable. Donc, je vais appeler le constructeur var. Et ensuite, ça va prendre une variable. Donc ici, un char. Je vais écrire char. Donc là, si je run ça, eh bien, je pourrais créer soit const de 5, par exemple, ou const de 1. Donc là, ça va faire des constantes. Et c'est un type formule. Et je peux aussi créer une variable, par exemple, une variable x. Et ce sera aussi une formule. Intéressant. Donc là, j'ai deux manières de créer des formules, soit en faisant des constantes, soit en faisant des variables. Et je peux en rajouter autant que je veux. Donc là, par exemple, je peux aussi dire que c'est une constante, une variable, ou ça peut aussi être plus. On va faire plus de formules. Alors là, ça devient super intéressant. Parce que jusque-là, on mettait des chars et des int, mais là, je mets une formule dans la définition d'une formule. Donc c'est une définition récursive. Donc là, on peut faire des définitions, enfin, on peut définir des structures récursives. Et c'est là où ça devient super intéressant. Parce que là, ça ressemble en C à ce qu'on pourrait faire avec des pointeurs sur la structure elle-même. Par exemple, une liste chaînée, on l'implémenterait en faisant une structure qui a un pointeur sur la structure elle-même. Bon, bah ici, c'est un peu la même chose. Donc là, je fais une fonction, je fais un constructeur récursif. Et donc ici, pour appeler mon constructeur plus, il faut que je lui fournisse deux formules. Et donc là, je vais essayer de faire ça, par exemple. Je veux faire plus, et là, il me faut une formule. Donc là, je vais lui donner, par exemple, la constante 5 et la constante 4, pourquoi pas. Et là, normalement, ça devrait fonctionner, il devrait me dire que ça, c'est bien une formule. Et voilà. Plus de const 5 et const 4, c'est une formule. Donc là, j'ai trois façons de faire des formules. Je peux faire des constantes, je peux faire des variables, ou je peux faire des plus, où je mets des formules dedans. Ok. Alors, je vais les mettre à la ligne pour que ce soit un peu plus joli. Hop. Et maintenant, normalement, vous avez compris le principe. Je vais simplement en ajouter d'autres. Par exemple, je vais faire le moins. On pourra faire moins une formule avec une autre. Ok. On va pouvoir faire fois une formule avec une autre. Je vais le copier comme ça sera plus rapide. Voilà. Je peux faire une division. Division de formule. Je peux faire une puissance de formule. Alors, pour plus tard, donc, dans notre idée, on va essayer de les dériver après. C'est facile de dériver des puissances si jamais c'est une constante à la puissance. Par contre, c'est très difficile si c'est des formules complètes à la puissance. Donc, je ne vais pas autoriser une formule. Je ne vais pas autoriser de faire formule puissance formule. Je vais simplement faire formule puissance une constante. Donc ici, constante. Ce sera plus facile pour la dériver plus tard. Ok, bon là, j'ai déjà suffisamment de constructeurs. Et donc là, si j'essaye par exemple de faire une formule un peu plus compliquée, je pourrais tenter de faire, je sais pas moi, moins de fois de const 5, const 4, const 5, const 6 par exemple. Voilà. Et ça correspondrait. Donc ça, c'est une formule valide normalement. Voilà, c'est une formule. Et ça correspond à. Alors, si je regarde bien, ça devient compliqué à lire. Ça fait 5 fois 4 moins 6, où les parenthèses, elles sont mises autour du 5.4. Comme ça. Bon. C'est un peu compliqué à lire. Et justement, c'est tellement compliqué à lire qu'on va faire autre chose que ça. Mais alors d'abord, il y a un truc que je voulais vous expliquer. C'est, ici, je lui demande le type de formule, il me dit que c'est bien une formule. Mais si jamais je fais juste ma formule et que je fais entrer, il me met cette erreur. Et on l'a vu au tout début, je vous ai dit de ne pas vous inquiéter de qu'est-ce que j'allais écrire. Maintenant, on va régler ça. Donc là, il me dit quoi? Il me dit no instance for show formule from use of print. Donc là, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Il essaie de nous dire qu'il ne sait pas afficher une formule. On lui a jamais dit comment afficher une formule. Et bien maintenant, on va lui dire comment afficher une formule. En gros, pour lui dire automatiquement comment afficher une formule, j'écris deriving show. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dérive automatiquement la classe show. On verra dans la prochaine vidéo ce que c'est que les classes. Et donc là, pour l'instant, dites-vous simplement que en ajoutant ça, je lui dis, tu peux afficher les formules. Et donc là, si je rerun mon code, hop, cette fois-ci, il sait me l'afficher. Et ça donne exactement la même chose que quand je la crée. Ok, donc là, on a vu comment dériver show. Alors, il y a d'autres classes qu'on peut dériver. Habituellement, on dérive aussi, par exemple, ec, qui nous permet de tester l'égalité entre deux formules.
On peut dériver ORD, qui nous permet de comparer deux formules. On l'avait vu dans la dernière vidéo pour trier. Bon, ici, on ne peut pas trier nos formules. Ça n'aurait pas trop de sens de trier des formules. Il y en a d'autres, par exemple, il y a read, qui nous permet de lire une chaîne de caractères et de la parser. Donc pour l'instant, on va juste mettre show et ec, ça nous suffit pour l'instant. Ok. Et donc là, on vient de voir, encore une fois, que c'est moche. C'est très très moche. Actuellement, on a des moins fois const, on n'arrive pas à les lire très bien. Et donc pour ça, pour rendre la chose plus jolie, on va faire des constructeurs infixes. Donc pour faire des constructeurs infixes, ce que j'aimerais faire, c'est pour écrire formule plus formule. Et bien, il y a une façon de faire ça. La façon de faire ça, c'est d'utiliser des deux points. Si je commence mon constructeur par un deux points, je vais le faire ici, deux points plus par exemple, ça sera un constructeur infixe. Alors on va voir ce que ça donne. Déjà, je peux compiler, donc c'est bien. Et bien là, je pourrais faire par exemple const de 5, deux points plus, const de 6. Et là, ça devrait me faire une formule valide. Voilà, il a bien aimé, ça fonctionne. Donc, rappelez-vous, il faut mettre un deux points au début du constructeur pour le faire en infixe. Je peux même d'ailleurs le définir en infixe directement en le mettant ici. Alors moi, je vais mettre deux petits points à la fin, je trouve ça plus joli, c'est symétrique. Donc on mettra deux points plus deux points pour faire un plus. Pour faire un moins, je mettrai deux points moins deux points. Pour faire le fois, je vais mettre une petite étoile. Bon, jusque-là, c'est sûrement esthétique. Division, je vais mettre la barre de division. Et pour la puissance, je vais mettre un petit chapeau. Voilà. Et alors pour les deux premiers, on ne peut pas les transformer en infixe. Pourquoi? Parce qu'ils prennent qu'un seul argument. Donc pour transformer en infixe, il faut qu'il y ait deux arguments, évidemment. Donc on va laisser const et var. Bon, j'avoue que c'est la seule chose qui n'est pas élégante, parce que du coup on est obligé de mettre des const et des var partout. Mais cette fois-ci, du coup, je pourrais faire const de 5 plus const de 6 fois const de 3. Voilà. Et alors là, on regarde notre formule et on voit comment est-ce qu'il l'a créée. En fait, on voit qu'il a mis des parenthèses autour du plus. Et oui, on ne lui a jamais indiqué que le fois était prioritaire sur le plus. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le plus à gauche et il met les parenthèses autour et c'est tout. Alors nous, on voudrait quand même que ce soit 6 fois 3 qui soit prioritaire sur le 5. Donc pour ça, on peut déclarer la priorité sur les opérateurs infixes. On appelle ça aussi déclarer la fixité. Et donc pour faire ça, on a un petit keyword qui s'appelle infixe. Et donc il y a trois types d'infixes. Il y a infixe, infixe L et infixe R. Infixe, c'est pour les opérateurs qui ne sont pas associatifs. Infixe L, c'est pour les opérateurs qui sont associatifs à gauche. Et infixe R, c'est pour les opérateurs qui sont associatifs à droite. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne des exemples d'opérateurs. Par exemple, le égal, il n'est pas associatif. Donc, si je fais A égale B égale C, il ne va pas aimer, il va me mettre une erreur. On peut tester. Est-ce que si je fais 5 égale à 3 égale 3 égale à 4, il va me mettre une erreur parce qu'il ne sait pas où mettre les parenthèses. Et donc, on sera obligé de spécifier où sont les parenthèses. Bon, là, du coup, nous, nos opérateurs, en général, on sait quelle est la précédence, donc on ne va pas utiliser un fixe tout seul. Un fixe L, c'est pour ceux qui sont associatifs à gauche. Alors, qu'est-ce qui est associatif à gauche? Par exemple, le plus. Le plus, il est associatif à gauche. Alors, je vous donne un exemple. Si je fais 5 plus 3 plus 4, bon, on ne va pas le voir, mais en réalité, c'est pareil pour lui que de faire 5 plus 3 plus 4. Alors, une manière de le voir, ça pourrait être de faire un debug, mais bon, on ne va pas voir ça tout de suite, c'est pas très important. Et le infixe R, c'est pour ceux qui sont associatifs à droite. Par exemple, on a déjà vu que la flèche est associative à droite. Si je fais A, flèche B, flèche C, pour lui, ça veut dire que les parenthèses sont à droite. OK. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre aussi? Il faut mettre un nombre entre 0 et 9. Et ça va être à quel point il est prioritaire. Donc de mémoire, le 9 c'est le plus prioritaire et 0 c'est le moins prioritaire. Donc là, je vais essayer, par exemple, de faire mon plus. Je veux que mon plus il soit associatif à gauche, donc infixe L, et je veux qu'il soit très prioritaire. Je veux qu'il soit peu prioritaire, donc mettons 0. Et ensuite, je lui dis que c'est mon opérateur plus. On essaye ça.
Alors, il n'aime pas. Est-ce que c'est parce que j'ai mis les parenthèses? Hop. Oui, c'est parce que j'avais mis les parenthèses. Et donc là, si on teste et qu'on met const 5 plus const 3 plus const 6, il nous met les parenthèses à gauche. Et si j'avais mis un fixe R, hop, il m'aurait mis les parenthèses à droite. OK? Bon, jusque-là, c'est clair normalement. Ensuite, on va faire la même priorité pour le moins. Alors, est-ce qu'on veut qu'il soit associatif à gauche? Oui. Ensuite, on va mettre une priorité au-dessus pour le fois. Et pareil pour le divisé. Et enfin, on veut une priorité encore plus au-dessus pour le puissance. Et const et var, ils auront le niveau de priorité le plus haut parce que c'est l'application de fonction qui est la plus haute, toujours. OK. Donc maintenant, si je teste et que je fais const 5 plus const 3 fois const 2, alors il ne met pas de parenthèse, mais normalement, ça devrait être les parenthèses comme ça. Je ne sais pas pourquoi il ne met pas de parenthèse. Au-dessus, il m'en mettait. Je pense qu'il doit se dire que, vu qu'il n'y a aucune ambiguïté, bah, il n'a pas besoin de mettre de parenthèse. Pourquoi pas? Si je rajoute un const 2 moins, est-ce que ça rajoute les parenthèses? Bon, on voit qu'il a mis les parenthèses à gauche, et ensuite il fera moins cette multiplication. Pourquoi pas? Ok. Donc maintenant, on a tous ces trucs-là qui nous permettent de former des formules mathématiques de manière assez jolie. Bon, il y a encore ces consts qui, je vous l'accorde, sont un peu moches, mais ça reste plutôt joli. Maintenant, on va déclarer nos premières fonctions un peu utiles. Donc là, la première fonction un peu utile que je voudrais faire, ça va être de dériver. Donc, je vais dériver une formule. Ça va être une fonction. Ah, j'ai oublié, on va mettre quand même quelques petits commentaires. Donc alors là, le petit commentaire, ça va être le type de données d'une formule mathématique formelle. Ok, pourquoi pas. Pour le premier type, bon bah ça c'est alias de char pour mes variables. Et pour le constant, ça va être alias de int pour les constants. Ok. Donc là, je vais faire ma première fonction. Ça va être la fonction dérivée. Ça prend une expression et ça dérive une formule mathématique. Je sais pas écrire. Hop. Mathématique. Ok. Donc je vais l'appeler dérivée. Ça prend une formule et ça renvoie une formule. Mais c'est pas suffisant. Parce que, imaginons que je vous donne une formule, je vous donne 5x fois y plus 3. Vous dérivez par rapport à x ou par rapport à y. Donc il faut aussi lui spécifier quelle variable on va dériver. Donc je dois aussi prendre une variable. Ici, c'est juste un caractère. Dérive une formule mathématique par rapport à une variable. Ok. Donc là, je vais définir ma dérivée. Et en fait, on va voir le pattern matching encore une fois. Donc on avait déjà eu le pattern matching sur les int, on avait vu le pattern matching sur les listes. Et bien en fait, on peut faire du pattern matching sur tous les types de données qui ont des constructeurs, donc tous les types de données tout court. Par exemple, ici, en fait, on va faire du pattern matching sur nos constructeurs const, var, plus, etc., etc. Donc là, après, le premier pattern matching que je vais faire, c'est je vais regarder est-ce que ma formule, c'est une constante. Donc là, si j'arrive à pattern matcher sur const, ma formule, du coup, c'est une constante, j'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a dans la constante, j'ai même pas besoin de savoir c'est quoi la variable par rapport à laquelle je dérive. Je sais que dans tous les cas, ça va être 0. Alors je peux pas juste renvoyer 0 parce que c'est une formule qu'il faut que je renvoie, il faut que je renvoie const de 0. Ok. Alors on va tester ça tout de suite. Donc là, je n'ai même pas fini ma formule, mais tant que je ne lui donne pas une formule qui n'est pas un const, il ne va pas cracher. Je vous montre un exemple. Dérivée de const 3 par rapport à x, ça va me donner 0. Et si je vous montre une autre formule, si par exemple je mets une variable ici, si je mets variable y par rapport à x, il devrait me faire une erreur. Non-exhaustive patterns in function derive. Ça, c'est parce que je n'ai pas encore fait tous mes patterns. Ok.
Alors maintenant, on va faire le deuxième pattern. Qu'est-ce qui se passe si jamais je dérive une variable? Intéressant. Alors, on prend notre variable x et on va dériver par rapport à la variable var. Ok. Donc ici, je ne vais pas l'appeler x, je vais l'appeler lettre parce qu'on peut confondre le x avec les x qu'on va mettre dedans. Et donc là, il y a deux cas. Soit on dérive, la variable qu'on dérive, c'est la lettre. Donc if lettre égale var. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, il faut qu'on renvoie 1, then const 1. Pourquoi? Parce que x dérivé par rapport à x, par exemple, ça donne 1. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va renvoyer 0. Parce que si je dérive y par rapport à x, ça me fait 0. C'est comme une constante. D'accord. Alors, remarquez que j'ai utilisé un if, then else. Ici, je n'ai pas fait de pattern matching. Pourquoi? Parce que je ne peux pas pattern matcher. Par exemple, si j'avais pattern matché, je m'étais dit, je vais mettre x et ici x pour lui faire comprendre que si c'est les mêmes x, alors il faut que je fasse telle chose. Ça ne va pas fonctionner parce qu'en fait, il va mettre quelque chose dans x, et ensuite il essaierait de mettre quelque chose d'autre dans x. Il va mettre une erreur. Alors je vous montre l'erreur qu'il va me mettre. Il va me mettre ça, conflicting definitions for x. Donc on n'a pas le droit de faire du pattern matching pour tester l'égalité. Par contre, on a le droit de faire plusieurs variables comme ça qui va pattern matcher et ensuite tester l'égalité dans le corps de la fonction. Donc là, si je fais ça, ça fonctionne. OK? Alors ensuite, dérivée de quoi? De plus. On va faire la dérivée du plus. Donc là, j'ai une formule ici 1, formule 1, je vais l'appeler A, plus B, dérivée par rapport à var. Ça va être quoi? La règle de la dérivée du plus, ça va être la dérivée de A plus la dérivée de B. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait faire, c'est vachement élégant. Alors d'ailleurs, je vais m'appeler ça f et g, comme ça rappelle les fonctions f, g. Vous avez sûrement appris les formules avec f et g. Ok. Ensuite, je vais faire la dérivée de f moins g par rapport à var. Ah, j'ai oublié, quand j'appelais mes dérivés, ici, il faut que je lui spécifie la variable avec laquelle on dérive. Ok. Alors, pour la dérivée du moins, c'est dérivée de f var moins dérivée de g bar. Jusque-là, il n'y a rien de secret, il n'y a rien d'incroyable, c'est les dérivés classiques. Maintenant, si je dérive le fois, il n'y a toujours rien de secret, vous connaissez normalement la formule. Pour la dérivée du fois, c'est dérivée de f par rapport à var fois g plus dérivée de g par rapport à var fois f. Et ici, j'ai même pas besoin de mettre des parenthèses, puisqu'on a dit que le fois était prioritaire sur le plus. Tout est déjà bien défini ici. Ok, maintenant la dérivée pour la division. Alors, il faut s'en souvenir un peu. Moi, je me souviens avec des u, donc c'est u'v moins v'u sur v au carré. Donc, u'v fois v moins v'u. Je vais recopier ça. Sur, et là on va mettre des parenthèses, parce que sinon il ne saurait pas dans quel ordre le faire, et surtout le moins n'est pas prioritaire sur le divisé, sur v au carré. Donc ici, g puissance 2. Donc ici on met un 2 et pas un const 2, parce que pour rappel, ici les formules à la puissance c'est une constante, c'est pas une formule, donc j'ai pas besoin de mettre le const. Ok. Donc là on a plus, moins, fois divisé, il ne nous reste plus que la puissance. Donc f puissance n, donc si je mets un n, c'est pas une fonction, ici on a dit que c'est une constante, par rapport à var, ça va être quoi? Ça va être n, mais ici il faut que je mette une constante, parce qu'on va le faire un multiplier, multiplié par f à la puissance n-1. Et ici je mets pas de const, parce qu'on est en haut de la puissance. Ok, alors est-ce que ça fonctionne tout ça? On va essayer de faire une formule. Alors, je vais appeler ma formule f, ça va être const de 5 fois
x, donc là, il faut que je mette une var x au carré, plus var x fois var y. Donc là, on va tester que ça marche bien avec le y, etc. Donc là, l'idée, c'est... Alors, je vais le réécrire un peu plus simplement en dessous. Ah, alors déjà, j'ai une erreur. Ça va nous permettre de débugger. Couldn't match type. Formule with int. Donc là, il n'arrive pas à matcher un type avec quelque chose d'autre. Alors ici, c'est parce qu'à mon avis, j'ai mis un plus sans mettre de 2 points autour. Du coup, il a essayé de faire un plus entre deux formules et il ne sait pas faire ça. Voilà, ça fonctionne. Donc là, ça nous fait cette formule assez moche. Et donc, si je l'écris en plus joli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 5x au carré plus xy. Et ici, le y, comme je vais dériver par rapport à x, ce sera comme une constante. Ok. Quelle est la dérivée de ça? Dérivée de f par rapport à x. Alors là, il faut arriver à le décortiquer un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? 0 fois quelque chose, bon bah déjà, on s'en fiche de tout ça. On s'en fiche de tout ça. Plus const 2 fois var puissance 1. Donc là, on a, pour résumer, 2 fois x puissance 1 fois 5. Donc là, on a 1 fois 5, ça nous fait 10, plus 1 fois y, donc plus y. Ici, on s'en fiche de puissance 1. Du coup, on obtient la dérivée de 5x au carré plus 6y par rapport à x, c'est 10x plus y, ce qui est correct. Donc, notre algorithme fonctionne bien. Super. Alors, on verra plus tard comment rendre tout ça encore plus joli, parce que pour l'instant, c'est encore moche, je vous l'accorde. Alors, on va faire une autre fonction maintenant. La fonction, elle va évaluer nos formules. Par exemple, là, imaginons que j'ai cette formule de ma dérivée, j'ai 10x plus y. J'aimerais l'évaluer pour x égale à 5, par exemple. Pour l'instant, on ne sait pas l'évaluer, ça nous donne juste des formules formelles comme ça. Donc, on va faire cette petite fonction qui évalue une formule mathématique. Voilà. Alors, je vais l'appeler eval. Donc, ça me prend une formule, ça me prend une variable et une constante, et ça va remplacer la variable par la constante un peu partout. Et ça va évaluer. Ok. Alors, comment est-ce que je vais définir cette eval? Je vais prendre une formule, donc là, je vais encore une fois pattern matcher sur toutes mes formules. Donc, si j'ai une constante x, et que je dois évaluer par rapport à... Je vais l'appeler la constante a d'ailleurs. Je vais évaluer par rapport à la variable x, et la constante, ça va être la valeur de x, ça va être c. Alors, qu'est-ce que ça vaut constante? Peu importe la valeur de x, donc en fait je vais mettre des petits underscores, parce que peu importe la valeur de x, et peu importe par rapport à quoi on évalue, une constante a, ça va toujours être égal à a. Donc en fait, évaluer une constante, ça ne change rien. Maintenant, si j'ai une variable, là, ça va changer. Donc j'ai une variable d'une certaine lettre. Je vais évaluer par rapport à une variable, et la constante, ça va être x. Alors, encore une fois, il faut tester. Si la lettre, c'est égal à la var, alors il faut qu'on remplace la lettre par x. Donc il faut qu'on renvoie un const de x. Sinon, ça reste une variable qu'on ne peut pas évaluer. Donc, on laisse var de lettre. Jusque-là, tout va bien. Si j'évalue f plus g par rapport à la variable var et que je l'évalue en x, qu'est-ce que ça va valoir? Eh bien ici, il faut que j'évalue f et ensuite que j'évalue g. Et je ne sais pas faire mieux. Mais en fait, je sais faire mieux. Imaginons que j'ai deux constantes. Si f et g, c'était deux constantes, alors je saurais évaluer mieux que ça. Et du coup, comment est-ce que je fais? Je vais pattern matcher avant. Et l'astuce, c'est de la pattern matcher avant, comme ça, je vais choper ce cas-là avant que le cas général ne passe. Donc là, si jamais j'ai une const A plus const B, et que je l'évalue par rapport à la variable x, etc., alors, je sais l'évaluer, et ça va être quoi?
ça va être const de a plus b. J'ai pas besoin ici de la parenthèse. Là. Ok. En fait, si on y réfléchit bien, ça va être le cas pour tous les opérateurs. À chaque fois, pour tous les opérateurs, si j'ai une constante à gauche et à droite, je sais l'évaluer. Donc, je vais copier cette ligne-là pour plus, moins, fois, divisé et puissance. Ok. Alors, juste pour la puissance, ce ne sera pas une constante à droite, ce sera un nombre, n. Et alors, j'ai fait des choses en trop ici et je n'avais pas besoin de var ni de x. Donc, je vais remplacer tout ça à chaque fois par un underscore. En fait, j'ai mal fait. Hop, multiplier, fois, divisé et puissance. Super. Et donc, si jamais c'est un moins, bah, je calcule le moins. Si c'est un fois, je calcule le fois. Si c'est un divisé, je calcule le divisé. Et si c'est une puissance, je calcule la puissance. Et alors là, j'ai fait une erreur, parce que je ne peux pas diviser des nombres entiers. Rappelons-nous que les constantes, c'est forcément des entiers. Il faut que j'utilise l'opérateur div, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Ok. Et sinon, dans tous les autres cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer à gauche et à droite de l'opérateur, et on va rien faire d'autre. Ok. Moins. Tchoup. Ici, ça va être pour le fois, pour le diviser, et pour la puissance. Oups. Pour la puissance, je n'ai pas besoin d'évaluer le n, puisque le n, encore une fois, c'est juste un nombre qui est déjà évalué. D'ailleurs, ici, j'ai encore fait l'erreur. C'est a puissance n, et du coup, j'évalue juste a puissance n. Super. Mais alors maintenant, si j'utilise cette fonction, on va voir qu'il y a un petit problème. Alors, je ne m'attendais pas à ce problème-là. Ici, il me dit qu'il y a différents nombres d'arguments parce que j'ai oublié les x ici. J'ai oublié les x ici, et d'ailleurs, à chaque fois que j'appelais eval, j'ai oublié de lui fournir la var et le x. Donc ça, je vais le copier, je vais le rajouter partout. Voilà. Super, ça fonctionne. Et donc là, si j'évale, donc là, je vais reprendre la formule f. Là, ça c'était ma formule f. Si j'évale f pour x qui vaut 3, ça me donne ça. Ça me donne... Donc là, il a remplacé ce x par 3. Donc ça fait const de 5 fois const de 3 puissance 2 plus const de 3 fois par de y. Et là, on remarque qu'il y a un problème. Ici, il aurait pu le simplifier encore plus. Et oui, parce qu'en fait, il fait que un tour. Si jamais, au début, là, par exemple, quand il avait le const fois var, il n'a pas pu utiliser la règle du const fois const. Parce qu'à l'époque, il y avait const fois var. Par contre, il a pu remplacer var par un const. Ce qui fait que maintenant, on aurait pu utiliser notre règle. Ici, c'est la puissance qui target en premier. Et donc, en fait, si on y réfléchit bien, il faut qu'on évale jusqu'à ce que la formule, elle bouge plus. En fait, il me faut un point fixe de cette fonction. Alors du coup, je vais faire ma vraie fonction évalue. Donc ici, ça évaluait une formule mathématique une fois. Donc ça faisait une simplification, si on veut. Ici, ça va évaluer complètement une formule mathématique. Et donc, si ça évalue complètement, je vais l'appeler évaluer, évaluer. Ça prend une formule, ça prend une variable, ça prend une constante, et ça renvoie une nouvelle formule. Et donc, évaluer, il va y avoir deux cas. Si jamais, donc, je prends d'abord ma formule f, ma variable var et la constante x. Et donc là, il va y avoir deux cas. Si jamais f, donc mon ancienne formule, c'est la même chose que eval de f par rapport à x, alors ça veut dire qu'elle n'a pas changé après l'évaluation. Donc on peut envoyer f sans la changer. Si par contre elle a changé, alors il faut qu'on réappelle évaluer sur notre nouvelle fonction, notre nouvelle formule par rapport à var et à x. Donc là, c'est un peu la manière de faire des boucles while en récursif, parce qu'en pour rappel, il n'y a pas de boucle while en Haskell. On fait le cas d'échappement dans le cas où on atteint notre condition finale.
Si c'est le cas, bah, alors on renvoie directement, et sinon, eh ben, on appelle récursivement la fonction évaluée. Ok, donc là je vais tester ça. Si je reprends mon f et que j'évalue, j'ai fait évaluer ou évaluer. Si je fais évaluer f en x égale 3, cette fois-ci on voit qu'il a bien transformé le 3 puissance 2 en 9 fois 5, 45, et qu'il allait jusqu'au bout. Et là on ne peut pas aller plus loin, c'est 45 fois plus 3 fois y. Donc là c'est très bien. Maintenant, quand on a fait cette fonction évaluée, on voit que là on a un gros if, et encore une fois c'est pas très beau. Donc pour éviter ces ifs qui sont pas très beaux, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, donc ici encore une fois on ne peut pas faire de pattern matching pour éviter le if. Parce que le pattern matching, il ne peut pas tester les égalités. Il peut juste tester si jamais le constructeur est exactement le même que... Enfin, il va tester les constructeurs. Il va tester est-ce que je peux matcher le constructeur. Mais il ne peut pas tester l'égalité des valeurs. Donc pour tester l'égalité des valeurs, on est obligé de faire une sorte de if, mais il y a une construction plus jolie que le if then else. Il y a cette construction-là. Donc plutôt que d'écrire le corps de ma fonction directement, je vais utiliser ce qu'on appelle des gardes. Alors les gardes, c'est quoi? C'est on met une petite barre verticale comme ça. Ensuite, on met la condition. Et si la condition, elle est vérifiée, alors on met égal ce que ça doit renvoyer. Et ensuite, on a un autre cas. Donc là, je pourrais mettre une autre condition. Je pourrais mettre une autre condition avec une autre condition de retour, enfin avec une autre valeur de retour. Et je peux mettre autant de conditions que je veux et les évaluer du haut vers le bas. Donc c'est comme s'il y avait des if, else, if, else, if, else, ou else, if, else, if, else, if à chaque fois. Et en dernier cas, il faut mettre un otherwise. Là, c'est le cas par défaut. Le cas par défaut, je mets le retour par défaut. C'est un peu comme un switch aussi. Donc là, il faut voir ça comme un grand switch. Avec à chaque fois une condition. Et ici, dans le cas par défaut, c'est otherwise. Super. Donc là, on a une construction un peu plus jolie. Et ça donne la même chose normalement. Si je fais mon f et que je l'évalue, ça me donne la même chose. Ok. Donc on a vu les gardes qui sont des if plus jolis. On verra dans la prochaine vidéo comment rendre le tout plus joli, et notamment pour qu'il m'affiche les choses en plus joli. Parce que là, il affiche les choses de manière un peu dégueu, avec les consts et tout. J'aimerais qu'il l'affiche de manière belle. Et on verra dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on fait ça, en instanciant des classes pour que ce soit plus joli. Mais pour cette vidéo, je veux que ça reste court. Et du coup, je vais juste vous parler à la fin, comme promis, de pourquoi est-ce que les listes, c'est 1 sur 1 moins x. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et bien, en fait, on verra dans une vidéo future sur la théorie des catégories que les types algébriques de données, en théorie des catégories, ça va être équivalent à des formules mathématiques. C'est-à-dire que quand j'ai un constructeur, dans mon constructeur, je peux mettre plusieurs choses. Vous voyez, là par exemple, j'ai mis 2 choses dans mon constructeur. Donc quand j'ai 2 choses dans un constructeur, c'est pareil que faire un fois. Et quand j'ai une barre verticale, là, il faut considérer que c'est un ou. Hein. Donc quand il y a plusieurs trucs, c'est un et, donc un fois. Et quand j'ai une barre verticale, c'est un ou, donc c'est un plus. Donc là, il faut dire qu'on a une const ou on a une variable ou on a tout ça, donc là, c'est des plus. Et alors maintenant, je vais vous montrer la définition de la liste. Donc comment est-ce que la liste elle est définie en Haskell? Donc la liste, elle est définie comme ça. Une liste de A. Alors une liste de A, je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, parce que pour l'instant, il n'y avait pas de type paramétrique. Mais en fait, on peut rajouter des paramètres à nos datas. Donc là, par exemple, ça va nous faire un type paramétrique où on peut mettre n'importe quoi à la place du A. N'importe quel type peut aller à la place du A. Et donc la liste, elle est définie comme ça. La liste, c'est quoi? C'est le constructeur cons en Lisp qu'on appelle, nous, le 2 points. Donc encore une fois, il commence par un 2 points. Comme tous les constructeurs qui commencent par un 2 points, c'est un constructeur infixe. Et donc on va avoir un objet à gauche et une liste vide à droite. Et une liste à droite, plutôt. Hop, on va avoir une liste de A à droite. OK. Ou, ça peut être autre chose, ça peut être la liste vide. OK. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, je peux avoir, imaginons que le A, je vais mettre des int. Bon, bah, je peux mettre 5, 2 points, et là, il faut que je mette une autre liste. Donc ici, soit je mets la liste vide, et ça me ferait la liste, ça me ferait 5, comme ça.
Soit je peux mettre une autre liste, et donc par exemple, je peux mettre 3, 2 points, et là, il faut que je mette encore une fois une liste. Mettons que je mette la liste vide, là, ça nous ferait la liste, ça nous ferait la liste 5, 3. OK? Donc là, c'est encore une fois une définition récursive. Ici, la seule nouvelle chose qu'on a vue, c'est qu'on peut mettre un paramètre dans nos types de données algébriques. Donc maintenant, si on reprend notre analogie avec les fois et les plus, eh bien ici, le A, ça va être un objet quelconque, donc on va l'appeler X. Alors d'abord, je mets liste, donc je vais appeler mon type liste L, ok? Et donc là, ça va être égal à quoi? Ça va être un X, donc le type A, ça peut être n'importe quoi, donc je mets une variable X. Et ça va être quoi d'autre? Donc là, c'est un opérateur infixe, il faut le voir comme un et. J'aurais pu l'écrire comme ça, hop, pour que vous voyez mieux. C'est un A et une liste de A. Donc, mon constructeur, il prend un A qui est X, et, encore une fois, une liste de A. Une liste de A, c'est récursif, donc on remet L. Ou, donc si c'est un ou, je mets un plus, et là, j'ai un constructeur unique. C'est un constructeur où on peut créer qu'un seul truc, parce que je peux créer qu'un seul constructeur liste vide. Ici, par exemple, si dans ma formule, j'avais rajouté je sais pas moi, un constructeur fin de formule, pourquoi pas, bon, je sais pas à quoi il servirait, mais la seule manière d'instancier fin de formule, ce serait d'appeler fin de formule. Et donc, fin de formule comme ça, ce serait une formule. Et il n'y en aurait qu'un seul du coup, parce qu'il n'y a pas de paramètre à côté. Alors que dans les autres, il y avait par exemple un entier qui peut changer, une variable qui peut changer, etc. Un char qui peut changer, etc. Mais là, du coup, il n'y a qu'un seul truc. Du coup, on va l'appeler 1. Parce que dans la théorie des catégories, on verra que ce sera l'équivalent de 1. Donc maintenant, si on réarrange un peu, ça fait L moins X fois L égale à 1. En factorisant par L, ça fait L fois 1 moins X est égal à 1. Et en divisant des deux côtés, ça nous fait que L est égal à 1 sur 1 moins X. Donc c'est comme ça qu'on obtient que L, les listes, c'est 1 sur 1 moins X. Et en fait, vous allez voir que ça a du sens parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, 1 sur 1 moins X, on peut aussi l'écrire comme une somme infinie. C'est la somme. Alors ça, je vais passer sur le dessin pour voir ça. Hop. Donc c'est quoi 1 sur 1 moins X, c'est aussi égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à l'infini de x puissance k. Et donc ça, c'est quoi? Ça, c'est 1 plus x carré plus x cube, etc. Mais ça, il faut le voir en termes ensemblistes. Ça veut dire que 1, pour nous, ça va être la liste vide. Plus x, ça va être toutes les listes où il y a un seul élément dedans. X carré, il faut le voir comme un vecteur ici. Donc en fait, ça va être tous les éléments qui ont 2x. Donc x, il faut le remplacer par un type, ça peut être n'importe quoi. Plus tous les éléments toutes les listes qui ont 3 éléments. 3 petits points. À l'infini. Et là, ici, il faut toujours se rappeler que nos plus, c'est des ou. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un type de données qui contient soit rien, et du coup il y a un seul truc qui contient rien, ou quelque chose qui contient un objet qui peut varier, ou quelque chose qui contient 2 objets qui peuvent varier, ou quelque chose qui contient 3 objets qui peuvent varier, etc. Et c'est bien la définition intuitive d'une liste. C'est vraiment ça, une liste. Bon, on verra tout ça quand on verra la théorie des catégories, mais il faut savoir qu'il y a cette très jolie correspondance, et du coup, on peut trouver par exemple la formule d'un arbre. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre binaire? On peut trouver les formules de plein d'autres choses comme ça, de tous les types algébriques de données. Et je trouve ça fascinant. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des classes et des type classes, et notamment de leur instantiation. Après, on aura vu à peu près tous les grands principes de Haskell les plus simples, et j'espère que vous serez à même de pouvoir faire du code Haskell par vous-même. Allez, salut!